Monsieur le Président du Conseil, je vais immédiatement vous passer la parole, puisque vous êtes chez vous ici, puisque vous êtes docteur honoris causa de cette maison. Je remercie Monsieur Bianco d'avoir bien voulu accepter de présider et d'organiser cette séance comme modérateur. Et je remercie également Sylvie Goulard, qui est co-auteur avec vous, Monsieur le Président, de ce livre important, et sur la démocratie et sur l'Europe. Monsieur Bianco. Merci beaucoup, Président, de votre accueil. Merci aussi à Sylvie Goulard et à Mario Monti de m'avoir proposé d'être, comme on dit, le modérateur. Ce que je vous propose donc en termes d'emploi du temps, c'est une petite quarantaine de minutes où j'interrogerai les deux auteurs, et puis un temps à peu près équivalent où des étudiants dans la salle pourront poser des questions. D'abord, je voudrais vous dire que c'est un vrai bonheur d'être ici à Sciences Po, entouré des deux éminentes personnalités qui sont là, qui sont de grands Européens que j'apprécie et que je respecte. Ce qui est aussi un bonheur, c'est d'avoir lu votre livre, mais je ne veux pas anticiper sur les discussions que l'on va avoir, qui combinent de manière rare la profondeur historique, la vision philosophique et ce qu'on appelait en d'autres temps l'analyse concrète des situations concrètes. Alors je ne vais pas vous présenter, vous êtes connus, mais juste peut-être rappeler l'un et l'autre, Sylvie et Mario, dans vos biographies, ce qui me paraît être des points originaux et communs. Sylvie Goulard, comme elle se qualifie elle-même, elle est députée européenne de l'Ouest de la France. Elle a, elle aussi, je dis elle aussi, comme le président du Conseil, une expérience professionnelle, intellectuelle, humaine extraordinairement variée. Je ne vais pas tout retracer, simplement, pour introduire par une note personnelle, dire que nous nous sommes connus, sauf erreur, lors de votre passage au Conseil d'État, en 1993, où nous avons eu à discuter, entre autres choses, des conditions d'acquisition de la nationalité française, déjà à l'époque, dans notre rôle de conseiller du gouvernement. Et puis vous avez été chercheur, ici même au CERI, membre du groupe des conseillers politiques de Romano Prodi, présidente du mouvement européen France. Mario Monti, le président du Conseil, est le 82e président du Conseil des ministres italiens. 16 novembre 2011, la tâche est rude, et je me permettrai avec un peu d'avance de vous souhaiter un bon anniversaire pour cette première année de mandat et surtout pour la suite. Lui aussi, Mario Monti, était chercheur et enseignant. J'ai découvert que vous étiez l'auteur du modèle Klein-Monti pour la description des banques en situation de monopole. Vous avez été commissaire européen au marché intérieur, à la concurrence. C'est d'ailleurs là que, par l'intermédiaire de Sylvie, je vous ai rencontré. Et je me rappelle d'une discussion absolument passionnante où je vous avais tenté d'expliquer aux socialistes qui parfois ont du mal à le comprendre que la concurrence, même de leur point de vue, pouvait avoir beaucoup de vertus. Et puis, vous êtes l'un et l'autre, et je terminerai cette brève présentation par cela, des Européens. Votre travail, mais vous l'expliquerez mieux que moi, c'est fait, je pense, en français, en italien, parfois en anglais. Et puis, comme il ne faut pas oublier l'autre axe important, vous êtes tous les deux, comme vous le dites dans le livre, considérés chacun dans votre pays, la France et l'Italie, comme germaniques. Je ne sais pas si c'est un compliment en France, c'est sans doute un compliment en Allemagne. Alors, ma première question, avant qu'on vienne au contenu du livre, c'est, au fond, pourquoi avez-vous choisi de faire ce livre à quatre mains? Je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre. Madame la députée européenne. Merci beaucoup. Non, d'abord, merci à Jean-Louis qui remplace au pied levé Jean-Pierre Jouyet qui a eu un grave empêchement, mais c'est pour moi vraiment un bonheur d'être là. Je remercie Sciences Po de nous accueillir parce que je suis quand même une ancienne élève de cette maison. Et même si l'amphi Boutmy est beaucoup plus beau qu'à l'époque, c'est très émouvant d'être de retour ici. Alors pourquoi ce livre à quatre mains? En fait, je ne sais pas bien d'où ça vient, vraiment exactement, ça fait longtemps qu'on en parlait. J'ai eu la chance effectivement de connaître Mario Monti quand il y a eu la convention, à l'époque où j'étais à la commission. Puis la France avait eu la bonne idée d'utiliser ses talents dans la commission Attali. On a à ce moment-là beaucoup échangé. Et cette idée, enfin je ne sais plus exactement quand elle est née, mais je sais pourquoi. Parce que nous avons la conviction que pour trouver des solutions pour l'Europe, il faut un peu casser toutes ces citadelles qui nous enferment, que ce soit
le point de vue strictement national, que ce soit le point de vue institutionnel, et donc les choses étaient ainsi quand nous avons commencé. Ce que le destin nous a fait comme cadeau, enfin surtout à moi, c'est d'avoir commencé avec un co-auteur qui était déjà éminemment prestigieux, qui s'est retrouvé Premier ministre et qui a daigné ne pas oublier le travail qui était en cours. Merci. Mario. Monsieur le Président Casanova, Monsieur le Président Bianco, Mesdames et Messieurs, je me sens comme chez moi. Je suis venu souvent ici. Et je ne suis pas sûr d'être, enfin je suis sûr parce que le Président Bianco vient de le dire, le 82e, vous l'avez dit. Ça fait nombreux. C'est pas tellement élitaire, mais normalement on nous compte à partir de l'événement de la République italienne, donc je crois que vous remontez encore un peu plus loin. Bon. Jusqu'à l'Empire romain ou... Non. Nous sommes un pays jeune, 150 ans, donc on peut faire le calcul. Moi, plutôt que dire pourquoi on a fait ça de ma part, je pourrais dire pourquoi je n'ai pas pensé pour une seule minute d'arrêter cet engagement lorsque j'ai été accueilli par la nouvelle qu'on me demandait de donner certains services à l'Italie. Parce que j'ai cru que j'aurais bien sûr eu un peu moins de temps, encore un peu moins de temps, mais qu'il aurait été encore plus utile pour moi de réfléchir sur les liens entre tout ce qu'on était en train de faire en Europe, et du coup je devenais un de ceux soupçonnés de diriger l'Europe, et les problèmes de fond tels que la démocratie. Donc je suis très reconnaissant à Sylvie d'avoir multiplié sa patience, et le livre est là. Merci beaucoup. Peut-être le titre, il parle de lui-même, de la démocratie en Europe, et vous citez souvent Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Vous pouvez expliciter un peu plus quelles leçons vous tirez de Tocqueville, pourquoi Tocqueville, avec d'autres, est une source d'inspiration, pas seulement dans le clin d'œil et dans le titre, dans votre analyse? Bon, parce que, évidemment, on se réfère à ceux qui ont su bâtir une fédération, et on se réfère en particulier à ceux qui ont su bâtir une fédération à partir d'une crise, et d'une crise financière notamment. Et puisque la technocrate d'entre nous est Madame Goulard, elle va vous indiquer dans quel sens en particulier. Moi, j'insisterai quand même sur un autre aspect, c'est que c'est le sous-titre qui est voir plus loin, qui vient aussi du texte de la démocratie en Amérique, parce qu'il y a chez Tocqueville quelque chose d'absolument fascinant, c'est qu'il appartenait à l'aristocratie. Non seulement il appartenait à l'aristocratie par sa naissance, mais il y était rattaché par toutes ses fibres, et ça se sent dans toutes ses œuvres. Et malgré tout, il a eu l'immense intelligence, en plus en étant très jeune, de comprendre que tout ce cadre aristocratique dans lequel il avait été élevé, une aristocratie ouverte, mais était sans doute amené à disparaître, ou qu'en tout cas il fallait savoir le transcender. Et il a été chercher en Amérique un témoignage de la vitalité de la jeune démocratie. Et je trouve ça absolument admirable d'être capable à ce point, et ça nous a fait réfléchir. Est-ce que nous ne sommes pas en ce moment, nous, en Europe, prisonniers d'un cadre un peu étroit auquel nous tenons, mais que peut-être nous pourrions transcender pour le plus grand bénéfice collectif? Oui, mais s'il vous plaît, Sylvie, une référence à la crise financière aux États-Unis. Vous l'aviez faite, Monsieur le Président. Ah, je ne vais pas répéter. On est très parcimonieux. Visiblement, vous n'avez pas de désaccord, en tout cas, qui n'ait survécu à votre travail en commun. Moi, j'étais très frappé, et après on va rentrer dans l'introduction et la manière dont vous posez le débat et dans les chapitres. J'étais très frappé par cette volonté de voir plus loin, de redonner une certaine confiance en l'avenir, ce qui est spécialement difficile
est spécialement nécessaire à notre époque. Et vous citez à plusieurs reprises l'esprit de négation que vous voulez combattre. Ich bin der Geist, der stets verneint. Cet esprit de négation qui peut-être d'ailleurs, bien que ce soit dans Faust, est très répandu spécialement dans notre pays, la France. Et donc, ce que j'aimerais, c'est qu'en même temps qu'on prolonge votre réponse précédente, vous nous disiez comment, au fond, quel est le dessein, quel est le projet. Et je commencerai simplement par rappeler votre interrogation de début, qui est sur la nature de la crise. Quelle est la crise que nous vivons? Est-ce que c'est une crise, comme on le dit souvent, principalement de la légitimité démocratique de l'Europe et aussi de l'absence de projet européen d'affectio societatis, ou est-ce que ce n'est pas, au moins autant, une crise de la légitimité des États et de la démocratie en général? Bon, pendant que je réfléchis à la réponse, je remercie le sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil, M. Peluffo, qui, historien, nous rappelle que la République italienne a eu 25 présidents du Conseil. C'est donc seulement... pour un total... Donc, 25 présidents du Conseil pour un total de 62 gouvernements. Donc, certains d'entre eux doivent avoir eu un bis. Et le Royaume d'Italie a eu 30 présidents du Conseil pour 65 gouvernements. Merci. Cela, Monsieur le Président, je vous devais. Tel que je vous dois la réponse. Je crois, et je crois que Sylvie croit, qu'il y a une crise de la politique en Europe, plutôt qu'une crise de légitimité du niveau européen. Je ne vois pas une crise concentrée au niveau européen. Là, c'est le lieu de manifestation de la crise politique en Europe. Mais je vois une crise de la politique largement au niveau national, dans plusieurs États membres. Et évidemment, les contraintes de la mondialisation ne font qu'accroître les pressions. Et c'est la difficulté d'une réponse au niveau national qui crée en même temps l'exigence d'une réponse au niveau européen et l'imperfection du jeu démocratique jusqu'ici au niveau européen. Mais le malaise vrai de la politique, je crois, et sa difficulté dans tous les pays à résoudre les problèmes, c'est plutôt le court-termisme, le short-termisme. Ce short-termisme que les politiques ont avec un certain succès extrait et réduit dans les marchés financiers avec les régulations récentes, mais ils ont beaucoup plus de difficultés à l'enlever de eux-mêmes, la perspective à court terme. Je ne veux pas utiliser la phrase classique attribuée en Italie à Alcide De Gasperi et ailleurs à d'autres personnalités éminentes. L'homme politique songe ou pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Alors, je crois qu'une combinaison de médias, d'attention forte au très court terme, plonge les responsables politiques dans tous les pays dans cette perspective très short-termiste. Alors que les problèmes, nous le savons tous, deviennent de plus en plus de longue durée pour leur solution. Pour nous rassurer, ce n'est pas que les États dans l'Europe. Les États-Unis sont un exemple éminent de ces difficultés à même se confronter aux problèmes tels que les finances publiques. Et l'Union européenne est exemplaire par rapport aux États-Unis à cet égard. Et alors, je crois qu'on a articulé un certain nombre de réflexions avec Mme Goulard sur les différents niveaux dans lesquels il faudrait mettre plus cohérence dans le temps et dans l'espace entre l'aspect démocratie et l'aspect efficacité de la décision. Et je crois que le voir plus loin, qui est le sous-titre de notre livre, signifie voir plus loin dans l'espace ainsi que dans le temps.
Sur ce point, Sylvie voulait peut-être ajouter quelque chose. Vous avez fait une citation qui est connue. Il y en a une autre également que j'aime beaucoup, qui est, je crois, d'Edgar Pisani, qui dit « Comment voulez-vous que le long terme silencieux puisse se faire entendre face au court terme hurlant ?» C'est une autre manière de voir les choses. Et j'aimerais, puisque vous avez abordé ce sujet-là, que vous précisiez un petit peu comment, par quelle méthode, en quoi le niveau européen, à certaines conditions, peut échapper un peu à ce court-termisme qui est à la fois le produit de la ville politique telle qu'elle est et le produit des pressions du système médiatique. Si vous pouviez, c'est pas tout à fait au début du livre, on ne suit pas l'ordre du livre, mais puisque Mario Monti l'a abordé, je pense que ce serait intéressant que vous nous disiez comment on peut voir plus loin au niveau européen en particulier. Enfin, je prendrai deux exemples, parce qu'on pourrait dire plus de choses, et puis bien sûr, le Président complétera. Si j'ai trahi notre pensée. Président, c'est vous. Monsieur Monti complétera. Non, la première chose, je crois qu'il y avait une vertu dans les institutions. Le fait de combiner une certaine dose de technocratie et une certaine dose de démocratie permet d'échapper à, je dirais, à l'angoisse de la prochaine élection. Jean-Claude Trichet, ici présent, peut témoigner. La Banque centrale européenne a la chance de ne pas être soumise aux contingences électorales et peut donc prendre des positions. Jusqu'ici, elle n'est pas élue. Elle peut prendre des positions. Et ce qui était intéressant, c'est historiquement, on cite une phrase qui est citée par Pierre Rosanvallon dans un de ses livres et qui dit justement qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a eu à cœur, c'était la génération des Jean Monnet, etc., de mettre des prêtres du temps long, disait Nora. C'est-à-dire qu'à côté de ceux qui sont soumis à des échéances, et c'est normal en démocratie électorale, il fallait qu'il y ait des personnes qui soient plus en charge d'une vision de long terme. Ça existe dans nos pays. Le Conservatoire du littoral, par exemple, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la crise, mais on a pu, par la création d'autorités indépendantes, par la création d'un certain nombre d'organismes, soit au niveau national, soit au niveau européen avec la Commission européenne ou la Banque centrale, charger certaines personnes d'avoir une autre perspective qui ne doit pas se substituer à celle des élus, mais qui peut la compléter. La deuxième chose, je crois, c'est sur le fond. On pourrait tirer des exemples de l'environnement. Je précise d'ailleurs que dans notre livre, nous avons bien conscience de ne pas avoir abordé tous les sujets de l'action publique. Nous sommes concentrés sur la crise pour des raisons d'actualité et puis de temps. Mais même si on reste dans le domaine, éviter un endettement excessif, c'est par définition éviter de faire peser sur les générations futures un poids qui serait disproportionné, surtout si l'endettement cherche à financer des dépenses de fonctionnement. Donc ce type de garantie de fonds, qu'on peut retrouver en matière environnementale aussi, c'est une garantie que l'Europe a pu contribuer à apporter. Président, rien à ajouter? Non, sauf que je regardais les jeunes étudiants ici et les générations futures ont la particularité un jour d'arriver. Et s'il y a tant de chômage de jeunes en Italie plus qu'en France, mais en tout cas beaucoup en Europe, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas une Europe efficace, il n'y avait pas une contrainte pas sympathique, mais très efficace, telle que le traité de Maastricht et le pacte de stabilité et tout cela, lorsque vous étiez les générations à venir. Et alors, nos prédécesseurs, les politiques de France, d'Italie et d'autres pays, à certaines occasions même de l'Allemagne, ont satisfait toutes les demandes provenantes de la société en ce moment-là, en disant oui, 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 oui. La somme excédait les recettes fiscales, il y avait le déficit, les dettes publiques augmentaient. Vous êtes les générations futures qui maintenant sont les jeunes d'aujourd'hui, qui ont beaucoup plus de difficultés à cause de politiques nationales qui paraissaient inspirées, et parfois en bonne foi elles l'étaient, inspirées par des impératifs éthiques de satisfaire les instances sociales. C'est vous qui payez ça. L'Europe vous protège et protège les générations à venir par rapport à aujourd'hui des excès des classes politiques nationales. Merci pour cette réponse que je crois profondément juste. Alors on va passer maintenant, même si on a bougé d'une partie à l'autre du livre, et c'était naturel dans la conversation, à votre chapitre premier qui s'appelle « Les idées fausses ». Et là encore, vous ouvrez par une citation de Tocqueville qui dit « Une idée fausse, mais claire et précise,
aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie mais complexe. Et parmi ces idées fausses, si moi je ne devais en retenir qu'une de celles que vous relevez, que vous analysez, il y a l'idée au fond que l'Europe est sans doute plus démocratique qu'on ne le croit. Et j'aimerais que vous élaboriez un peu sur cette affirmation que j'ai retenue de votre premier chapitre. Je pense que M. Monti serait plus à même de répondre sur un aspect très concret, qui est celui, par exemple, du contrôle de la Commission. On entend énormément une critique de la bureaucratie. Or, j'ai vécu comme parlementaire européen, et Mario Monti l'a vécu comme candidat commissaire, le type de procédure d'audition qui existe devant le Parlement européen pour les commissaires désignés. De même d'ailleurs que pour les membres de la Banque centrale, du directoire de la Banque centrale européenne. Et ces procédures sont évidemment jamais imparables, il peut toujours y avoir des problèmes, mais permettent malgré tout de contrôler à la fois la compétence et, je dirais, l'absence de conflit d'intérêts d'une manière qui va bien au-delà de ce qui existe dans les démocraties nationales, où bien évidemment chacun sait que tous les hommes politiques sont compétents pour exercer toutes les fonctions et n'ont jamais fait l'objet du moindre conflit d'intérêts. Oui, et effectivement, j'ai eu l'expérience d'être candidat commissaire et les examens écrits et oraux faits par le Parlement européen sont sérieux. Et on connaît des candidats commissaires qui ne sont jamais devenus commissaires. Et j'ai aussi fait partie d'une commission européenne qui, vers la fin de son mandat, a perdu la confiance du Parlement européen, duquel en même temps on dit qu'il n'a aucun pouvoir, et à cause de cela a dû démissionner en 1999. En France, on a, je crois, plutôt suivi cet épisode-là. Et donc, voilà que le Parlement mord avec le D, pas le T à la fin. Et donc, il est bien vivant. Et par ailleurs, il y a des premiers ministres, vous pouvez me croire, qui n'ont pas été élus par le peuple. Par exemple, M. de Villepin, lorsqu'il était Premier ministre en France. Et les pouvoirs des parlements dans le domaine budgétaire sont croissants, dans les domaines législatifs sont énormes, justement, à juste titre, et dans le lieu de naissance de la démocratie en Europe, Westminster, il n'y a rien de semblable aux examens de légitimité, de compétences, etc., d'absence de conflit d'intérêts qu'on a à Bruxelles, à Strasbourg, et que Mme Goulard vient de citer. Alors qu'il y en a aux États-Unis pour les nominations du président, pour les niveaux les plus élevés de l'administration. Donc, il faut bien sûr accroître l'existence et la perception de la démocratie en Europe, mais il ne faut pas croire qu'on part de zéro. Merci à tous les deux. Je passe, parce que le temps file, à votre chapitre 2 qui s'intitule « La démocratie par le peuple », sachant que le chapitre 3, c'est important, s'intitule « La démocratie pour le peuple ». Et au fond, dans le chapitre intitulé « La démocratie par le peuple », vous discutez d'une question qui est absolument centrale. C'est qu'est-ce qu'un peuple européen? Y a-t-il un peuple européen? Comment construire un peuple européen? Vous citez Tommaso Padoa-Schioppa qui dit qu'il y a le peuple de la raison, celui des intérêts partagés, et le peuple du cœur, celui d'un groupe préétabli. Et en ce sens rejoint d'ailleurs sans doute aussi un peu Tocqueville. Et vous citez encore, je n'abuserai pas des citations, Rosan Vallon qui dit sur ce deuxième aspect de l'identité d'un peuple, la notion du commun ne peut se réduire à une identité, à une homogénéité. Et plus loin encore, vous dites quelque chose, je vais tout de suite là-dessus, parce que ça me paraît central, je le ressens comme ça, et je pense beaucoup sans doute, que le peuple municipal, si on peut employer ce terme, n'est pas le peuple régional, qui n'est pas le peuple national, sans que cela pose d'énormes problèmes. On peut avoir des appartenances multiples, y compris en termes géographiques. Donc j'aimerais que vous élaboriez un peu l'un et l'autre sur cette
construction d'une conscience citoyenne et d'un peuple européen. Je ne sais pas lequel des deux veut commencer. Clairement, Sylvie. Oui, ce qu'on a juste voulu montrer dans ce livre, c'est qu'en tout cas, un certain nombre d'obstacles que les souverainistes et les nationalistes considèrent comme des vérités éternelles, tout simplement n'existent pas, ce qui est quand même assez drôle. C'est-à-dire qu'on a mis par l'éducation dans la tête des Européens des réflexes ou des oppositions qui n'ont pas forcément lieu d'y être. Et alors en général, là, les gens savants vous disent « Ah oui, mais il n'y a pas de démos ». Alors on a été regarder ce qui s'est passé à Athènes et comment s'est constitué le démos. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir que dans la démocratie athénienne, il y a eu ce passage, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était à l'époque de Clisthène, au VIe siècle avant Jésus-Christ, entre une conception qui était une conception tribale, d'abord familiale et tribale, donc identitaire, à autre chose qui était des regroupements qui permettaient de participer à la vie démocratique. Donc vous voyez l'opposition entre d'un côté un discours qui dit ben voilà, le peuple c'est une donnée, donc on ne peut pas la surmonter, ou au contraire une expérience historique, et je dirais dans le berceau de la démocratie en Europe, qui a permis de voir que c'est l'existence de la démocratie, c'est le jeu démocratique qui va permettre à un groupe de se constituer petit à petit selon des règles qui ne sont ni tribales ni ethniques. Et je trouve que dans un pays comme la France, quand on dit que les Français sont ceux qui ont le plus de mal avec un éventuel fédéralisme, etc., ce qui est assez intéressant si on y réfléchit, c'est que ça rejoint la conception française de la citoyenneté, que la citoyenneté n'est pas ethnique, elle n'est pas définie par le sang, elle est définie par l'acceptation d'un certain nombre de valeurs et la participation à un jeu démocratique. Donc on a trouvé que c'était important de le rappeler, encore une fois, dans une époque où les personnes qui veulent figer le temps et s'opposer à l'émergence d'une Europe unie ne cessent d'asséner que le peuple européen n'existe pas, que les identités sont nationales. Il y a aussi tout un chapitre où nous parlons de l'esprit public qui revient aussi sur ces aspects-là. Président, rien à ajouter? Rien. Alors, pardon, ça va trop vite, mais vous aurez le temps de lire le livre et d'y réfléchir. J'avais annoncé que le chapitre 3 s'appelait « La démocratie pour le peuple ». Et je vais commencer, votre chapitre d'ailleurs commence presque par une citation que beaucoup, pas dans cette salle évidemment, avaient sans doute perdu de vue, qui est le préambule du traité de Rome de 1957. Et les signataires de ce traité assignent, je cite, 2 points, ouvrez les guillemets, pour but essentiel à leurs efforts, l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leur peuple. On a peut-être perdu un peu cette idée en route, et vous proposez de la retrouver, Président? Oui, tout à fait. On l'a probablement perdu de vue. Je crois qu'on l'a tout de même mise en œuvre, parce que je suis à peu près certain, mais c'est difficile de faire une démonstration, que si on n'avait pas eu l'Union européenne, les conditions de vie et d'emploi de leur peuple, donc de nos peuples, seraient beaucoup inférieures à celles qu'elles ne sont aujourd'hui, ce qui n'est pas une bonne raison pour ne pas être plus ambitieux. Et donc l'ambition de vivre mieux était au cœur de la construction européenne, et pas seulement de ne pas se faire la guerre, surtout si on était français ou allemand. Donc ça vient très à point, ce prix Nobel à l'Union européenne, pour nous rappeler, et j'espère que dans tous les États membres, on est en train de faire cela en Italie, on utilise le 10 décembre, le jour de la remise à Oslo du prix, pour sensibiliser les médias et surtout les étudiants dans les écoles à ce que l'Europe a su faire concrètement. Bon, stop aux accents paternels. Je crois que la croissance est un élément essentiel. L'Europe ne s'y est pas employée assez dans les derniers 15 ans. Je crois que nous sommes en tournant positif, parce que
dans la culture des États membres de l'Union européenne l'idée que la croissance ne puisse pas être achetée surtout avec les déficits budgétaires est maintenant acquise. Et donc, on peut se permettre, je crois, d'avoir un système de gouvernance de l'économie européenne moins monomaniacal, si vous me permettez. Et c'est quelqu'un qui est considéré très, très germanique aussi chez lui qui parle. The most German among Italian economists, I was, on m'appelait dans le temps. Et donc maintenant, je crois qu'une fois acquise cette culture de la stabilité, qui est le grand résultat de la culture allemande transposée en Europe, surtout à cause de la France, de l'Italie et d'autres, on peut se permettre de concentrer sur une croissance non inflationniste et surtout en prenant au sérieux l'idée de l'intégration européenne, donc de mettre vraiment plus ensemble les économies des États membres. Et je reste convaincu, c'était une thèse qu'on a reprise dans le livre, et je reste convaincu qu'il faut un nouveau deal, un nouveau contrat entre ces pays en Europe qui sont plutôt les avocats des marchés, tels que les anglo-saxons, des marchés de la concurrence, et les pays, et c'est plutôt les pays de l'Europe continentale, qui sont plus axés sur le social. Je caricature un peu, mais je crois que le moment est venu de proposer de la part des institutions européennes aux États membres et au peuple un nouveau contrat sur la base duquel les avocats du marché soient prêts à accepter une dose de convergence dans le domaine fiscal, par exemple, ou dans le domaine social, mais que nous, les continentaux, soyons prêts à accepter plus de doses qu'aujourd'hui en termes d'ouverture des marchés, de concurrence. Je vois le président Lasserre qui sourit, et en termes de compétitivité. Et donc, si on faisait cela, je crois qu'on poserait l'Union européenne sur une base plus acceptable aux opinions publiques, et en même temps, sans le dire, sans le déclarer, on irait un tout petit peu au nord vers les modèles scandinaves qui savent très très bien combiner l'élément marché et l'élément social. Merci, Président. Je voudrais, en prolongement de ce que vous avez dit, citer un point auquel vous êtes attaché, et ce n'est pas porter atteinte à votre modestie que de dire que le rééquilibrage qui a commencé à s'opérer en Europe en faveur d'une politique de croissance, vous n'y êtes pas pour rien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous avez une idée qui vous est chère et chère à tous les deux, et vous exposez dans le livre, qui me paraît extraordinairement importante. Il semble qu'aujourd'hui encore les Allemands n'y soient pas prêts. C'est de sortir des fameux pourcentages auxquels nous sommes contraints, les dépenses d'investissement d'avenir. Alors vous dites bien entendu dans le livre que ce n'est pas simple de dire ce que c'est qu'un investissement d'avenir par rapport à un investissement qui n'est pas d'avenir, mais l'idée que les emprunts, que les déficits pour financer le fonctionnement sont malsains, et l'idée qu'un certain nombre d'investissements devraient être sortis avec ce que vous appelez très, très justement la revanche du dénominateur, dans tout ce qui est les calculs en pourcentage du PIB. C'est-à-dire que si le PIB, le produit intérieur brut, est plus élevé, alors satisfaire au pourcentage est moins difficile. Donc j'aimerais que, Président peut-être, et Sylvie, vous explicitiez un peu et vous insistiez un peu sur cette possibilité de dégager des marges évitant la récession européenne à travers une autre manière de compter les investissements. Si Sylvie me permet, je souhaite commencer. J'ai une vision évolutive des règles de gouvernance économique. Il fallait imposer la culture de la stabilité en Europe. Cela était un objectif qui valait bien des simplifications, même excessives. De là, l'idée déficit, 3%, dry comme un nul, comme le disait M. Weigel, le ministre des Finances allemand de l'époque. Et il fallait convaincre les opinions publiques, surtout des pays à monnaie forte,
que le passage à l'euro n'aurait en rien porté atteinte à la stabilité de la monnaie par rapport au Deutsche Mark. Et je dois dire que nous avons ici, dans la personne du président Trichet, l'homme qui a su diffuser en Europe la même stabilité qui était la stabilité de la monnaie allemande. Et donc, c'était important de convaincre les opinions publiques allemandes, néerlandaises, etc. Donc, très bien d'avoir une vision qui ne tient pas, selon moi, la roue du point de vue économique, aucune différenciation entre les dépenses de consommation et d'investissement, toute différenciation entre les dépenses publiques mauvaises, qu'elles soient de consommation et d'investissement, et les dépenses privées bonnes, même lorsqu'elles sont de consommation, même s'ils sont financés par la dette des particuliers, etc., voire Espagne et Irlande. Dommage que, et donc c'était dans cette phase initiale de la construction monétaire européenne, je crois que c'était approprié d'avoir cette simplification. Un peu moins approprié que les deux pays clés de cette construction, l'Allemagne et la France, aient été les premiers en 2003 à détruire la crédibilité du pacte de stabilité et de croissance en faisant des dommages à la construction qui sont à multiples, vastes multiples des dommages ensuite apportés par les Grecs, les Irlandais et les Portugais. Et on doit mettre dans le compte aussi des grands pays, et l'Italie avait la présidence tournante à ce moment-là, donc n'est pas sans responsabilité. Il faut mettre aussi dans le compte des grands pays qu'on a largement contribué à cette dévastation qui a requis 9 ans ou quelques pour reconstruire la crédibilité. Mais une fois maintenant rebâtie la crédibilité des contrôles et l'efficacité des contrôles, etc., je crois que dans le temps, pas immédiatement, on pourra avoir un plus grand respect de la logique économique et donc reconnaître qu'à certaines conditions, sous une multiplicité de contrôles, pour ce qu'il s'agisse d'investissements d'avenir et pas d'investissements du passé, et de couverture de pertes des entreprises publiques, par exemple, il y a lieu d'avoir une considération plus positive et plus active et plus permissive pour certaines dépenses par rapport à d'autres. Et donc, je ne proposerai pas aujourd'hui un changement de modèle, mais je suis personnellement tout à fait sûr que ce changement s'imposera dans les faits, parce qu'on ne veut pas avoir des cycles dans l'eurozone où il y a une grande rigueur affichée, puis une crise, la destruction de cette rigueur et une nouvelle phase d'affiche. C'est mieux d'être moins ambitieux peut-être, mais très très exigeant dans la mise en place et les contrôles, qu'il s'agisse de grands ou de petits pays. Ce n'est pas forcément une vision majoritaire, celle-ci, mais je suis convaincu de peu de choses, et celle-ci est l'une d'entre elles. Merci beaucoup pour cette réponse. Sylvie? Non, juste deux petites choses rapidement pour compléter simplement ce qui a été dit. D'abord, l'année dernière, au Parlement européen, quand nous avons examiné, alors je le dis un peu pour les étudiants, c'est peut-être un peu technique, donc la révision du pacte de stabilité, qui s'appelle un ensemble de 6 textes, qui s'appelle le six-pack dans le jargon. Mais c'est quoi? C'est à la fois le renforcement de ces règles. Il y a eu 2 éléments que je veux porter à votre attention. Le premier, c'est qu'il n'a pas été possible d'introduire cet élément sur l'investissement, parce qu'il n'y avait pas, je dirais, de majorité pour une ouverture raisonnable. Il y avait des personnes qui demandaient la sortie de l'investissement du compte de 3% de déficit, mais avec la volonté véritablement de se libérer de tout garde-fou.
et à l'inverse, il y avait ceux qui étaient complètement hostiles. Donc malheureusement, on a essayé, y compris récemment, donc pas au moment de la création de l'euro, et il n'y avait pas, je dirais, de majorité raisonnable et mature. C'est peut-être assez difficile au plus fort de la crise. En revanche, il y a quand même un progrès qui a été déjà introduit et qui, à mon avis, n'est vraiment pas mineur, même si le grand public n'en a pas du tout conscience. Jusqu'à présent, la Commission n'avait que une sorte de tableau de bord avec deux lampes. C'était le déficit par rapport à la richesse nationale et la dette par rapport à la richesse nationale. On a ajouté ce qu'on appelle dans le jargon le contrôle des déséquilibres macroéconomiques. Il y a dans la salle des gens qui, au Trésor, ont beaucoup travaillé là-dessus. Je salue Philippe Gudin, par exemple, et qui nous a beaucoup aidé au Parlement à concevoir un nouveau tableau de bord un peu plus subtil. Alors, je ne sais pas ce que la Commission en fera, parce que c'est beaucoup plus difficile de surveiller un certain nombre d'indicateurs comme l'évolution de la balance des paiements, la balance commerciale, les investissements immobiliers, etc. C'est beaucoup plus complexe de piloter tout ça. Mais d'ores et déjà, sachez que depuis un an, la Commission européenne peut aller au-delà de ces deux indicateurs rudimentaires. Il est trop tôt pour dire ce que ça sera, mais je crois que c'est quand même un pas important dans une conception, je dirais, qui est moins, comme l'a très bien expliqué M. Monti, une conception destinée à rassurer ceux qui, et ne l'oublions pas, ont donné à l'Europe leur monnaie, je pense notamment aux Allemands, parce que c'est le point de départ de tout ça, et on ne comprend rien à la crise actuelle et aux réactions psychologiques des individus, si on oublie que l'Allemagne a fait don à l'Europe du fleuron de sa réussite d'après-guerre. Le Deutschmark avait été créé en 1948, avant même la création de la République fédérale. Et donc, c'était la prunelle de leurs yeux. Donc, ils ont demandé des garanties qui peuvent paraître excessives, qui peuvent paraître rigides, etc. Sans doute, tout ceci doit évoluer. Mais le jour où la France aura fait à l'Europe un tel cadeau, je dirais qu'on en reparlera. Alors, on s'approche malheureusement déjà de la fin du temps qui nous était imparti. Je voudrais juste vous demander à l'un et l'autre de parler sur le chapitre 4. Dans le chapitre 5, vous verrez, je vous signale, il y a les sujets qui fâchent et qui sont fort intéressants, mais en rester au chapitre 4, qu'évoquait d'ailleurs Sylvie tout à l'heure, sur l'esprit public. Et je voudrais vous proposer deux points d'entrée pour vos commentaires sur ce chapitre. D'abord, la célèbre phrase de Jacques Delors, « On ne tombe pas amoureux du marché unique », mais aussi ce que vous dites au début de ce chapitre, que je formule peut-être de manière plus sévère encore que vous ne le faites, et qui consiste à dire, à part Erasmus, dont on voit les difficultés qui paraissent à l'observateur étranger à la mécanique européenne surréalistes, incompréhensibles, scandaleuses. Mais à part Erasmus, dites-vous, l'aspect humain de l'unification européenne a été incroyablement négligé. Et donc j'aimerais que vous élaboriez l'un et l'autre dans cette dernière réponse, avant que les étudiants ne vous questionnent, comment on peut, à travers les mots, vous le dites, à travers les affinités électives, et comment on peut arriver à retrouver un esprit public, ou à trouver un esprit public européen. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Peut-être je vais dégager le terrain par rapport à l'amour pour le marché unique. Je ne souhaite pas que Sylvie Goulard s'engage sur ce terrain dangereux. Jacques Delors a raison, on ne tombe pas amoureux du marché unique, mais on ne demande pas à tomber amoureux du marché unique. Ce serait exécrable. Et d'ailleurs, ceux qui sont tombés en général amoureux des marchés, unique ou pas unique, ont péché. Donc, je me réfère bien sûr aux anglo-saxons, on est à Paris ici. Et donc, il mériterait d'émettre pas tellement des redemption bonds, mais des expiation bonds, avec une dose appropriée d'autoflagellation. Mais ayant dit cela, le problème n'est pas qu'aujourd'hui on souhaite qu'on tombe amoureux du marché unique. Mais aujourd'hui, le problème est que, surtout avec la crise, on déteste le marché unique. Et on déteste le marché unique parce qu'on voit le marché unique comme le véhicule de distribution des maléfices de l'Europe. On dit maléfices? Des maléfices de l'Europe, pas des bénéfices. Alors que nous savons, beaucoup d'entre nous croient que le marché unique, c'est le vecteur du progrès économique de l'Europe.
Donc je crois très important, puisque je suis très attaché au marché et à son unicité, je crois que c'est très important de modifier, on l'avait dit il y a quelques minutes, le cadre d'ensemble des politiques économiques de l'Union européenne avec quelques retouches afin que qu'on ne puisse pas dire, par exemple, que c'est le marché unique qui empêche une politique de redistribution des richesses et des revenus, alors que ce n'est pas le marché unique, mais c'est un marché unique associé à une absence totale de coordination fiscale qui a cette conséquence. Voilà, donc il faut rendre non pas susceptible d'amour, mais pas créateur de haine le marché unique. Et aujourd'hui, il faut une double récupération parce que la fatigue d'intégration qui a eu des témoignages, notamment déjà en France en 2005, dans le référendum, le plan B polonais, etc. Et puis ensuite, avec la crise, la première phase a attaqué l'unicité du marché, c'est dangereux. Et la deuxième phase avec la crise a même saisi au cœur la conception d'un marché. Donc il y a beaucoup de choses à rebâtir, mais il faut le faire d'une façon acceptable par les citoyens. Merci Sylvie. Oui, moi je vais aller plus loin. Je pense qu'on peut, franchement, et ce qu'on essaie de dire dans ce chapitre, c'est qu'il faut arrêter de tout le temps dénigrer ce qui ne va pas sans même se rendre compte qu'il y a des choses qui vont bien. Et je vais prendre un exemple pour dire qu'on peut peut-être même oser parler, sinon d'amour du marché unique, mais de goût pour un certain nombre de produits qui sont à notre disposition grâce au marché. Moi, je prends toujours cet exemple que j'adore. Les Français évoquent, je vois mes enfants qui rient déjà, les Français évoquent toujours les dangers pour les fromages français. Et moi, je rends grâce au marché unique pour la mozzarella. Parce que regardez dans combien de cafés en Europe, y compris en Europe du Nord, vous trouvez maintenant de la mozzarella di bufala campana, ce qui est quand même un progrès. Bon, donc il ne faut pas non plus dire que le marché unique est une chose abstraite. Mais Sylvie, oui. La mozzarella n'est pas un produit français? C'est comme la feta, on a essayé de vous la piquer, mais grâce à Romano Prodi, on a défendu les appellations d'origine. Donc, je crois que c'est vraiment important de ne pas utiliser non plus des mots valises. Marché unique, pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, d'avoir dans nos boutiques des produits qui sont maintenant si variés, c'est pas une fin en soi dans la vie, mais ça peut être extrêmement agréable. C'est comme l'histoire du concombre. Moi, je défends l'Europe par le concombre. J'étais la semaine dernière en Bavière et j'ai encore eu droit, évidemment, à l'attaque contre la bureaucratie qui veut protéger les concombres. Mais c'est pas seulement drôle. Souvenez-vous quand même ce qui s'est passé il y a 1 an ou 2, lorsque, dans le nord de l'Allemagne, on a pensé que c'était des produits importés d'Espagne qui avaient pu intoxiquer des personnes. À partir du moment où les marchandises circulent, vous avez tous envie, quand vous faites vos courses, que le légume ou le fruit que vous achetez, quel que soit son pays d'origine, réponde à un certain nombre de standards sanitaires. Si on dit les choses de cette manière-là, je ne sais pas si vous tomberez amoureux, mais peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi il y a des gens à Bruxelles qui s'échinent à essayer de faire en sorte qu'il y ait des règles qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire européen. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut déjà à ce stade applaudir pour ces réponses nos deux auteurs. Compris notre public. Les Autrichiens avaient peur pour la pureté du lait autrichien. Merci. Donc, je demande à Paolo, qui est là, avec le micro, de passer maintenant le micro et donc la parole aux étudiants qui vont s'adresser directement au président et à Sylvie Goulard. Buonasera, professeur Monti. Bonsoir, Madame Goulard. Je m'appelle Anna Shortino, je suis étudiante ici à Sciences Po en affaires européennes, donc je suis italienne d'origine. Et je tiens à vous remercier tout d'abord pour cette opportunité
Et c'est un vrai honneur d'être ici à parler avec vous ce soir. Et je voudrais adresser ma question à M. Monti. Et donc, comme on le sait tous, vous avez été nommé il y a un an comme Premier ministre italien. Un rôle qui est, à mon avis, intrinsèquement politique, mais qui a été déguisé comme technique. Et malgré cette connotation technique, évidemment, vous avez besoin toujours du soutien d'une majorité parlementaire dans le Parlement italien. Et donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez eu carte blanche, si vous n'aviez pas été contraint par la nécessité de toujours demander l'approbation de cette bizarre majorité parlementaire qui va de la gauche à la droite? Auriez-vous fait quelque chose de différent? Merci beaucoup. Président. Non. C'est par deux, pardon. Il y en a convenu qu'il y avait deux questions, donc on enregistre celle-là, qui s'adresse plus encore peut-être au président du Conseil des ministres qu'à l'auteur, et donc une deuxième question. Donc, bonsoir madame, buonasera presidente. Je m'appelle Luca, je viens de Suisse, mais moi aussi je suis d'origine italienne. Donc, on reproche aux institutions de l'UE de souffrir d'un déficit démocratique, d'être trop éloignés des peuples européens. Les partis politiques européens n'ont guère d'influence sur les grands débats de l'Union. Et les campagnes électorales pour les élections du Parlement européen sont souvent dominées par des questions de politique interne. Comment donc, et on vient à ma question, comment renforcer le rôle des citoyens, mais je dirais aussi des partis politiques européens, dans une éventuelle future révision des traités? Merci. Président, et ensuite Sylvie. Oui, je commence par la deuxième question. Pour dire un mot introductif et ensuite prier Sylvie de donner la réponse parce que c'est vraiment son domaine. Donc le déficit démocratique de l'Europe doit paraître effectivement infini à un citoyen suisse. Je me rends compte de cela, même s'il est d'origine italienne. Et je crois que votre propre pays, la Confédération suisse que j'aime tant, je suis né à 12 km de la Suisse, est un modèle idéal excellent pour vous, pas vraiment trop exportable. Mais ce n'est pas votre thèse que nous devrions importer ce modèle. Je crois que le système de la consultation régulière du peuple directement par référendum, les référendums cantonaux, etc., est un modèle excellent pour éviter aux femmes et aux hommes politiques de se prendre trop au sérieux et pour donner une voix à la démocratie directe. Je crois d'autre part que c'est un modèle qui empêcherait la prise de décision de rupture, de changement lorsque des moments historiques se présentent. Et donc je ne me prononce pas, ça doit être très rassurant, mais c'est pour dire que le déficit démocratique à nous doit paraître à vous énorme. Comment le renforcer, c'est Mme Goulard, pas le déficit démocratique, mais comment le réduire, c'est Mme Goulard qui va vous le dire dans les 3 langues de la Confédération. Plus peut-être le roumanche, je ne sais pas. Madame Shortino, le rôle politique, donc j'ai assumé un rôle politique déguisé en rôle technique, oui, parce que les Français ici présents doivent savoir qu'on utilise en Italie cette terminologie horrible de gouvernement technique. Et effectivement, je n'ai pas été élu, je ne suis pas un homme politique, et donc je suis un technique, un technicien. Pas polytechnicien, ça serait trop demandé, mais un technicien.
Et moi, je dois aussi vous avouer que j'avais essayé de constituer un gouvernement politique. Parce que lorsque on a mis à ma disposition, ou j'ai été mis à la disposition de cette bizarre majorité, et vous traduisez, mademoiselle, mon terme de strana maggioranza avec bizarre majorité, qui aide en couleur mais réduit en respect. Je l'appelle majorité. Ce n'est qu'une étrange majorité. Elle n'est pas bizarre, sauf qu'à certains moments. Mais donc, oui, j'avais essayé parce que j'avais demandé aux 3 secrétaires des partis politiques de me faire le bonheur de me donner des représentants des partis pour combiner avec les plombiers comme moi, techniciens dans le gouvernement, mais ils n'ont pas, hélas, accepté. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait si, en suivant votre question, j'avais été pris par une manie de puissance et j'avais même pu gouverner sans le Parlement? Ce serait trop faire. Je crois que le déficit démocratique aurait été un peu trop vaste. Non, je crois que et ça, maintenant passant au sérieux, les 3 partis politiques italiens en question ont donné preuve d'une responsabilité inattendue par la plupart des observateurs. Ils ont assumé sur eux, évidemment nous sur nous, mais eux sur eux, la responsabilité de mesures extrêmement impopulaires, en théorie. Maintenant, l'opinion publique semble les accepter, mais ça, c'est un autre problème. Des mesures tellement impopulaires qu'aucun d'entre eux, lorsqu'il avait été au pouvoir, n'avait pas osé introduire. Mais en mettant dans un paquet des mesures difficiles à porter par chacun, on a fait d'une façon accélérée un certain nombre de réformes structurelles, bien loin de la perfection. Donc, je crois qu'on a fait ce qu'on devait faire. Si j'ai eu une... Bon, mais j'étais déjà trop longue dans ma réponse. Donc, majorité étrange, mais qui a donné, je crois, un exemple qu'on peut regarder aussi internationalement avec un certain respect et avec la conscience que c'est un pays qui a su réagir à des difficultés très grandes. Il y a dans cette salle des personnes qui étaient présentes au G8 de Cannes juste il y a un an et qui pourraient témoigner, eux, pas moi, parce que je n'y étais pas, des pressions auxquelles était soumise l'Italie dans les marchés financiers et le gouvernement italien de l'époque chez ses pairs en Europe et dans le monde. Donc, les partis politiques et la société italienne ont su réagir jusqu'ici, je dis toujours jusqu'ici, sans des manifestations violentes, trop visibles de révolte, comme on les a vus dans tous les pays qui ont eu un traitement comparable. Mais les souffrances individuelles et collectives ont été considérables. Toutefois, beaucoup plus petites, je suis convaincu, que celles qu'aurait expérimenté l'Italie pour elle, mais pour l'ensemble de la zone euro et pour l'ensemble de l'Europe, si on était parti vers une situation telle que celle de la Grèce. Mais donc, hommage à la majorité étrange, pas tellement bizarre. Merci. Sylvie? Extrêmement rapidement, je crois que si on veut lutter contre le déficit démocratique, ce qu'on essaie de dire dans le livre, c'est qu'il n'est peut-être pas là où on croit qu'il se trouve. Et en général, je répète, dans les débats publics, quand on discute avec la population, c'est souvent la Commission qui se trouve au centre des attaques.
Nous avons dit dans le livre, et nous avons le sentiment qu'il y a probablement deux difficultés d'une autre nature, ce qui ne veut pas dire que tout ce que fait la Commission est forcément bien, mais il y a une difficulté qui tient au caractère inachevé du parlementarisme en Europe. Ce Parlement a quand même deux particularités, je m'en tiendrai là. Il n'a pas le droit d'initiative législative. Alors vous me direz, à Paris, ce n'est pas quelque chose qui empêche de dormir, mais dans beaucoup de pays, on pense que c'est grave. Et deuxièmement, ce Parlement n'a pas non plus de pouvoir budgétaire, ce qui là pose véritablement des difficultés. Et vous allez voir, je souhaite d'ailleurs bon courage à M. Monti, la semaine prochaine, le Conseil européen extraordinaire sur le budget va se dérouler selon les mêmes, je dirais, le même rituel qui consiste à discuter derrière des portes closes, à parler sans laisser la place à un débat public et sans permettre donc aux jeux parlementaires d'exister. Vous savez, les Américains disaient no taxation without representation, et maintenant nous on a la representation without taxation. Bon. Deuxièmement, il y a, à mon sens, et notamment vu le rôle que le Conseil européen a pris dans la crise, encore une fois en meublant un vide, donc il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit de décrire une situation. Le Conseil européen a pris les choses en main, en partie parce qu'il n'y avait pas entre guillemets, d'entité gouvernementale européenne, exécutive, capable de prendre toutes les décisions, et notamment parce qu'il n'y avait pas les éléments budgétaires qui auraient conforté, par exemple, la Commission européenne si elle avait voulu jouer ce rôle. Et le Conseil européen est en train de jouer un rôle qui nous a semblé, en tout cas, mériter réflexion. Si vous avez lu le dernier ouvrage de Habermas, vous verrez de quelle manière il décrit précisément ce qu'il appelle un fédéralisme des exécutifs. Je ne vais pas rentrer ici dans une conférence sur Habermas parce qu'il est trop tard et ça vous fatiguerait, mais je crois qu'il y a quelque chose de très juste dans cette analyse. Il n'est pas étonnant qu'elle soit plus aiguë, enfin que la perception soit plus aiguë en Allemagne, qui est un pays dans lequel la démocratie parlementaire est particulièrement importante et vive. En France, on a le sentiment que quand l'exécutif agit, tout va bien. Ce qui est parfois le cas, on a besoin d'un exécutif capable d'agir, mais, et là ça rejoint, et je conclus par là, ce qu'a dit M. Monti, on peut toujours avoir cette espèce d'illusion que sans le Parlement, qu'il soit avec une majorité étrange ou une majorité plus normale, les choses iraient mieux. Je crois que c'est une grave erreur. On ne peut prendre des décisions que si elles sont débattues publiquement et suffisamment acceptées et portées par des relais dans la société pour que les réformes soit effective. Et Jean-Louis Bianco, qui a été député national, je crois, peut en témoigner. C'est vrai au niveau national, c'est vrai au niveau d'une collectivité locale. Donc cette idée qu'on perde du temps, en quelque sorte, dans la démocratie, ça peut être optiquement vrai, mais en fait, c'est faux. Et pour des sociétés comme les nôtres, qui sont des sociétés complexes, et dans lesquelles il faut faire des réformes compliquées et qui ont été reportées dans le temps, je crois que nous avons vraiment besoin de renforcer la démocratie, encore une fois, au niveau européen et aussi au niveau national, parce que ça, c'est une des choses que nous disons dans le livre aussi, il y a des gros problèmes dans la démocratie nationale que bien des critiques de l'Union européenne escamotent complètement. Président. Puis-je prendre les distances par rapport à Mme Goulard? Je suis d'accord avec elle sur tout ce qu'elle a dit, sauf deux points. Les huis clos du Conseil européen, j'aimerais beaucoup qu'elles soient ouvertes, ou bien pour m'enfuir en certains moments, parce que c'est très très lourd, ou bien pour avoir pour montrer aux citoyens et même aux parlementaires européens la difficulté d'un travail à une table ingérable si ce n'était pour la grande habileté de M. Van Rompuy à 27 ou 28 bientôt. Donc, je ne crois pas que ce soit essentiellement une mesure défensive, celle des huis clos, mais ne dites pas qu'un membre du Conseil européen propose ce soir à Paris de les ouvrir. Et sur le deuxième point, dans quel sens, Madame Goulard, croyez-vous que le Parlement européen n'a pas de pouvoir budgétaire? Alors, on va effectivement débattre. Sur le premier point,
Je n'ai absolument pas dit qu'il fallait que le Conseil européen tel qu'il fonctionne aujourd'hui, enfin en tout cas que le Conseil européen fonctionnerait mieux si on ouvrait les portes. Simplement, vous avez dit vous-même, c'est quasiment une assemblée. Et la vraie difficulté, c'est est-ce qu'on peut continuer à avoir un pouvoir exécutif qui en fait est exercé par un collectif qui commence à ressembler à une assemblée. D'ailleurs, parmi les idées qui circulent, il y a de faire évoluer à terme la représentation des États vers une deuxième chambre. Encore une fois, je n'ai pas la solution. Ce que je voulais dire, c'est que sur le huis clos, je n'ai pas dit qu'il fallait ouvrir les portes du Conseil européen tel qu'il fonctionne. Je pense simplement qu'on en a atteint les limites. Et si je puis me permettre, Monsieur le Président, il m'a semblé qu'après le Conseil européen du mois de juin, il y avait de légères divergences sur ce que vous aviez décidé les uns et les autres à l'intérieur du huis clos, ce qui prouve que, en tout cas, s'il y avait eu un petit peu plus de transparence, on aurait mieux su ce qui avait été décidé. Deuxièmement, sur le Parlement européen, il est évident que le Parlement ne vote pas les recettes. Le Parlement a en partie des droits en matière de dépenses. Certaines dépenses doivent être avalisées par le Parlement européen. En revanche, ce qui est inscrit dans le traité, c'est qu'il y a des ressources propres, mais ces ressources propres ne sont pas déterminées par un débat parlementaire. Donc c'est ça que j'ai voulu dire, et si je n'ai pas été claire, j'en suis désolée. Donc, vous ne contestez pas que le Parlement ait des pouvoirs budgétaires, mais vous soulignez qu'il n'a pas un pouvoir fiscal d'imposition. Il me semble que pour parler de budget, il faut pouvoir parler à la fois de dépenses et de recettes. Et que, encore une fois, la grande bataille des parlements dans l'histoire, c'est la bataille qui a été menée sur les recettes, et c'est normal et important, puisque c'est l'acte par lequel on va demander à des citoyens de se priver d'une partie de leurs revenus. C'est une des choses qui rend très difficile, par exemple, de financer les politiques de croissance, puisqu'on a un plafond qui est extrêmement limité et qui n'a pas forcément de rationalité économique. Alors je ne dis pas que si le Parlement européen décidait les recettes, ça serait forcément rationnel économiquement. Je dis simplement que dans la mesure où la plupart des gens raisonnent dans les catégories de la démocratie parlementaire façon Montesquieu-Locke, comme c'est ça le schéma de pensée dominant, le fait que le Parlement européen n'ait pas de pouvoir budgétaire est interprété comme une de ses faiblesses. Permettez-moi juste un mot sur les conseils européens. C'est un propos public que je peux donc citer. Il est encore d'un Italien, cette fois-ci belge, Elio Di Rupo, au congrès du Parti socialiste européen à Bruxelles, qui a dit qu'il découvrait avec étonnement le fonctionnement des conseils européens, qu'il constatait, comme vous le dites l'un et l'autre, mais il le disait de manière encore plus brutale, la préoccupation d'intérêts nationaux étroits, court-termistes, et il disait même qu'il croyait bien que certains de ses collègues n'avaient jamais prononcé le mot Europe. On prend deux autres questions. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on peut continuer. 21h. 21h. Donc c'est Paolo qui distribue le micro. Non, heureusement. Faut arrêter. Sur le propos de M. Di Rupo, heureusement, certains membres du Conseil, ce n'est pas qu'ils ne prononcent pas le mot Europe, mais heureusement, pour l'économie du travail, certains membres du Conseil ne prennent pas la parole. C'est tout le problème des 27. Oui, Paolo est par là, je crois. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Maxime s'adresse au président du Conseil italien. Et je suis italien, je viens de la Bocconi. Je suis là avec le programme double diplôme. Je voulais vous demander, en fait on parle beaucoup de démocratie, mais aussi de marché financier. Je voulais vous demander quelle est votre impression de la relation entre la démocratie et les pouvoirs du marché financier qui est presque illimité. On a vu en Europe que les marchés financiers ont le pouvoir de décider qui a les droits de gouverner et qui n'a pas plus les droits de gouverner et qui doit prendre donc sa place. Est-ce que c'est possible dans ces contextes-là de garantir vraiment une forme de démocratie forte en Europe? Merci beaucoup. Merci. Donc il y a une deuxième question, conformément à ce qui avait été indiqué. Je veux une fille. Oui. Pour la parité, je voudrais une fille. Puis il n'y a pas que des Italiens qui doivent poser des questions quand même. Hein. Mais là, c'est une fille italienne, donc ça va pas. Non, va bene, mais c'est une fille qui n'est pas italienne. J'arrive. Bonjour, je suis française. Et
Merci. Je fais le master Affaires européennes. On a monté avec quelques élèves un projet qui s'appelle Vive l'amitié franco-allemande, vive l'Europe, avec un point d'interrogation. Ma question c'est, vous avez parlé de la responsabilité de la France et de l'Allemagne dans l'échec du pacte de stabilité. Pour vous, quelle est la responsabilité que doit endosser la France et l'Allemagne aujourd'hui en Europe et les autres pays sont donc des partenaires aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de directoire franco-allemand? Merci. Qui commence? Je prends le sujet simple comme premier, c'est-à-dire le pouvoir des marchés financiers et la démocratie. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des cas dans lesquels les marchés financiers ont dicté qui devait gouverner et qui ne pouvait pas gouverner. C'est clair que les marchés financiers sont partie du paysage économique. C'est clair que parfois, il dort et parfois, il se réveille. Ça a été un grand limite des marchés financiers qu'ils aient dormi pendant 10 ans après l'introduction de l'euro, en donnant l'illusion que tous les pays étaient égaux en termes de crédibilité dans les finances, et puis qu'ils se soient réveillés du coup, et qu'il ait créé des cauchemars à tous. Et qu'effectivement, il donne l'idée aujourd'hui d'être un facteur dominant desquels même des gouvernements formés par des partis qui culturellement n'acceptent pas le rôle, et certainement pas la dominance des marchés financiers, y prête beaucoup d'attention. Je crois que les marchés financiers doivent être réglementés par les responsables politiques, pas que les marchés financiers, je crois que les marchés en général doivent être réglés par les pouvoirs politiques et doivent être l'objet d'une vigilance neutre mais très intense par des autorités administratives ayant le pouvoir de régler les marchés et de faire valoir ces règles. Il est aussi important, selon moi, que une fois que les responsables politiques, notamment au niveau européen, prennent la responsabilité de gérer l'économie européenne en tenant compte des marchés, mais sans se laisser dominer par les marchés, ils soient en mesure d'en tirer toutes les conséquences. Donc on ne peut pas, j'ai reproché ça à certains de mes collègues, on ne peut pas en même temps prendre totalement les distances par rapport au modèle financier pur anglo-saxon, et puis dire à un État membre ou à plusieurs États membres de l'Union européenne, écoutez, c'est douloureux pour vous voir les marchés qui vous taxent d'un spread très très élevé par rapport au titre allemand, mais ça vous fait tellement du bien, parce que sans cela, vous n'aurez pas la constance de vous attaquer aux problèmes structurels, etc. Donc, ayez de la patience, mais c'est très bienvenu que les marchés ne reflètent pas les progrès accomplis dans la conduite des politiques économiques à l'intérieur et donc maintiennent un écart très important par rapport aux autres. Et si les taux d'intérêt descendaient un peu, eh bien, vous redeviendrez les paresseux que vous êtes essentiellement. Et là, c'est l'acceptation des pouvoirs aveugles des marchés financiers par des responsables politiques qui pensent de combattre les extrêmes des marchés financiers. Alors, j'ai souvent argumenté,
c'est vrai que la pression des marchés financiers aide à conduire ses affaires d'une façon rigoureuse chez soi. Mais ça peut aussi déterminer l'effet si, même si les politiques sont les bonnes et les marchés ne reflètent pas cela, qu'il y ait un sens de frustration dans les opinions et dans les parlements nationaux qui peut porter à un tournant et à une politique économique qui se retourne contre l'euro, l'Europe, la discipline budgétaire, etc. Par exemple, dans mon pays, dans notre pays, je peux dire ici, il y a tellement d'Italiens, on a été assez près de cette limite vers mars-avril de cette année. Et donc, voilà comme j'articulerai la relation entre la démocratie et le pouvoir des marchés financiers. Beaucoup plus simple sur le directoire franco-allemand. Ça fait pas mal de temps que je n'entends pas cette expression par ailleurs. Moi, je ne suis, hélas, ni français ni allemand, je ne suis que européen et italien. Et je crois qu'une relation franco-allemande saine, constructive, fondée sur l'émulation, mais aussi sur la coopération, et donc l'accord entre la France et l'Allemagne est une condition indispensable pour le bon fonctionnement de l'Europe. Je crois que nous sommes loin de pouvoir la considérer une condition suffisante, et elle le sera de moins en moins. Et donc, je crois que la méthode dans laquelle ces coopérations doivent s'inscrire est toujours la méthode communautaire. Je salue ici M. Georges Berthoin, le premier collaborateur de Jean Monnet, auquel je rends hommage parce que c'est dans cette maison qu'on a inventé la méthode communautaire qui a été le secret du succès de l'intégration européenne et de la paix en Europe et du bien-être malgré tout des Européens. Et donc je vois aussi la coopération franco-allemande insérée dans ce contexte. Pour ce qui concerne l'Italie, je crois comprendre que s'il y avait un directoire il y a 1 an ou 2 ans, l'Italie n'était pas souvent mise à ce directoire. Et aujourd'hui, il n'y a pas un directoire, mais l'Italie se rencontre souvent avec la France, l'Allemagne, parfois avec la France et l'Allemagne, et pourquoi pas avec l'Espagne. Et nous considérons, je considère en particulier, qu'on se rencontre pour bâtir un produit intermédiaire de consensus qui va aider les discussions au Conseil européen. Et donc, je souhaite que la coopération franco-allemande soit bonne. Je suis sûr que personne ne va la considérer comme le mot final. Et j'ai l'impression, si je peux me permettre, qu'aujourd'hui, les choses... Voilà la suspense. À cet égard, marchent plutôt bien. Merci. Sylvie? Non, extrêmement rapidement, parce qu'on a dit qu'on était germanique et il reste 2 minutes. Alors, premièrement, je crois que sur les marchés financiers, ce n'est pas les marchés qui tiennent la démocratie en lisière, ce sont les démocraties qui ont créé tellement de dettes qu'elles se sont mises dans les mains des marchés. Si vous allez voir votre banquier et que vous n'avez pas des dettes énormes, il sera probablement plus sympathique avec vous que si vous êtes complètement étranglé. Donc je crois qu'il faut bien entendu que la démocratie puisse apporter une réponse, mais il ne faut pas oublier pourquoi nous nous trouvons dans la situation qui est la nôtre. Et d'autre part, sur le franco-allemand et le pacte de stabilité, d'abord, ça me fait plaisir de reparler du franco-allemand. Ça fait un moment que j'ai été détournée vers le sud. Mais ce qui est frappant, je crois, c'est que d'abord, il ne faut pas réduire tout à cet épisode-là. S'il n'y avait pas eu la France et l'Allemagne, il n'y aurait pas non plus eu l'euro. Et je crois qu'il faut regarder ça dans la longue durée. Il y a eu des moments où le franco-allemand était heureux, il y a des moments où il a moins bien marché. Et surtout, comme l'a dit M. Montier, j'insiste là-dessus, ça dépend au service de quoi vous mettez le franco-allemand. Est-ce que c'est une espèce de mécanique destinée à verrouiller les décisions sans que les autres y aient part, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient à l'appui du travail des institutions? Et dans ces cas-là, ça a une valeur qui est très importante, notamment pour une raison toute simple, c'est que les 2 pays ont quand même, je le dis notamment pour les étudiants,
les deux pays ont quand même des traditions politiques et économiques qui sont en général opposées. Vous prenez aussi bien la conception du rôle de l'État dans l'économie que le rapport à la concurrence, que le fonctionnement du Parlement, que voilà, sur tous ces sujets-là, s'il n'y a pas un dialogue franco-allemand, en fait, la mécanique européenne risque de se bloquer. Il est 21h00, j'arrête, merci. Merci. Une heure conclue.